Unofi TV innove et lance une nouvelle émission, Unofi le club. Vous le voyez dans un cadre qui s'y prête, hein. Benoît Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Unofi. C'est vous qui nous accueillez ici. Oui. En effet, on a l'impression que ça a été construit pour. Alors, effectivement, on a souhaité utiliser les locaux d'Unofi pour symboliser l'ancrage du notariat dans Unofi et proposer ces nouvelles rubriques. Bon, c'est pour ça qu'à vos côtés, on trouve deux notaires, maître Lionel Fallet et Isabelle Arseguel-Meunier. Bonjour à tous les deux. On va revenir avec vous sur ce qui est l'actualité, votre actualité du mouvement Jeune Notariat. Mais auparavant, Benoît, pourquoi avoir décidé de lancer cette nouvelle émission Unofi le club ? Bien parce que tous nos auditeurs, téléspectateurs connaissent Unofi TV et regardent nos émissions à travers les témoignages des collaborateurs d'Unofi qui, tous les 15 jours, viennent donner des renseignements en matière financière ou donner des renseignements en matière immobilière ou d'investissement. Et nous avons souhaité, à travers le club, faire témoigner des usagers. Et les usagers de Unofi, ce sont les notaires, les collaborateurs d'Unofi. Et donc nous créons cette rubrique Unofi le club. Et les premiers que nous interviewons, eh bien, ce sont les gens de Jeune Notariat parce qu'il y a une filiation commune. Union notariale financière et Jeune Notariat, donc c'était un clin d'œil que nous souhaitions donner, de retrouver ces notaires qui vont venir partager et apporter leur expérience. Bon, en tout cas, on est heureux de vous recevoir pour cette première. Maître Lionel Fallet, vous êtes le président du 49e congrès Mouvement Jeune Notariat. On revient peut-être, avant de parler du congrès, sur ce mouvement. Oui, alors le mouvement Jeune Notariat, c'est une association qui regroupe des notaires et des collaborateurs du notariat et qui, depuis 60 ans, mène des réflexions et conduit des actions en vue du développement du service notarial. Alors chaque année, le mouvement organise un congrès et je préside cette année ce congrès qui aura lieu au mois d'octobre. À Québec. À Montréal au Québec, exactement. À Montréal voilà. au Québec, bien. À Montréal, Québec, Canada. Si voilà, soyons précis, on va donner les coordonnées GPS. Pourquoi cette destination ? Alors, le Québec a la particularité de connaître deux types de droits, hein, le droit que l'on connaît, le droit typé latin, et aussi la common law. C'est un endroit assez novateur juridiquement et également on entretient de très bons rapports depuis longtemps avec nos confrères québécois. Il y a une tradition d'échange et de rencontres qui se fait au profit de nos réflexions et de notre thème de congrès. Oui, je peux témoigner d'ailleurs parce que le congrès Jeune Notariat a été à Québec, Montréal en 1995. Exactement, exactement. J'imagine qu'il y a pire comme destination, hein. On peut joindre l'utile et l'agréable. Alors effectivement, on n'y va pas au mois de janvier, hein. C'est peut-être préférable. Et on a déjà des contacts et certains notaires et professeurs québécois participeront à nos travaux. Avec un thème que vous avez retenu pour ce congrès, celui des conflits successoraux. C'est Johnny Hallyday qui vous a inspiré, Isabelle ? Non. Le plan était prêt bien avant cette affaire médiatique. Donc c'est Lionel qui m'a contacté pour me demander d'intervenir sur le thème des conflits successoraux et on a eu idée sur un thème traditionnel du notariat de faire des travaux et de faire un plan qui j'espère surprendra un petit peu, beaucoup même, et apportera un éclairage sur les nouvelles méthodes de résolution de conflits qui sont, on va dire, d'actualité aujourd'hui. Oui, une actualité très présente, hein, on l'a rappelé avec Johnny, mais alors mettez-nous l'eau à la bouche, hein. Quel genre de thème vous allez aborder ? Alors, on va aborder, déjà, on commencera le congrès par l'intervention d'une psychologue, puisqu'on s'est tous posé la question sur quelle est la cause psychologique des conflits. Donc là, on va laisser, je ne vais pas parler pour cette dame parce que je ne suis pas spécialiste en la matière. Ce que j'ai retenu, c'est que le deuil, ça fait ressurgir des blessures du passé et c'est ce qui souvent entraîne ces conflits. Donc ça, c'est la partie psychologique. Ensuite, il peut y avoir des conflits à cause, on va dire, d'outils juridiques qui auraient été soit mal employés, soit pas anticipés. Donc, outils juridiques, oui. Et donc on a divisé ce congrès en deux parties. Une première partie sur la prévention des conflits et une deuxième partie, une fois que le conflit est là, sur la résolution. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce conflit avec des nouveaux moyens ?
Bon, si vous restez avec nous dans la deuxième partie de l'émission, on rentrera un peu plus dans le détail hein, et on verra comment tout ça peut susciter des éléments de réponse. Autre dimension hein, dans les conflits successoraux, l'argent, le patrimoine. Et c'est là peut-être où il y a un trait d'union avec Unofi. Bah, oui, bien évidemment, puisque, comme le soulignait notre consoeur, l'anticipation successorale, c'est prévoir sa transmission. Et l'union notariale financière, Unofi, nous sommes là pour organiser les transmissions. Et lorsque le notaire, en collaboration avec nous, fait appel à nos services pour organiser cette transmission, eh bien, nous intervenons, ça peut être avec les produits d'assurance vie, ça peut être avec des montages un peu plus importants et juridiques, comme des renonciations anticipées à la réserve, des donations transgénérationnelles. Mais en tout cas, nous intervenons effectivement pour faciliter l'anticipation successorale et éviter ces conflits. Mais et je crois que c'est surtout l'intérêt de ce congrès, c'est qu'on a beau tout vouloir prévoir, lorsque le deuil survient, eh bien, il y a des réactions qui étaient imprévisibles et il y aura de plus en plus de conflits. C'est pour ça que c'est une bonne idée peut-être de commencer avec une psychologue parce qu'en effet, on peut peut-être prendre le problème par un autre prisme. Maître Fallet, combien de participants attendez-vous à ce congrès, à ce 49e congrès Mouvement Jeune Notariat? Eh bien, écoutez, les inscriptions sont encore ouvertes, donc j'espère le plus possible. Hein. En moyenne c'est entre 200 et 250 participants. Si on veut participer, on fait comment? On se rapproche de vous par alors quelle adresse? On peut s'inscrire en contactant le mouvement Jeune Notariat, en allant sur le site du mouvement et télécharger simplement un bulletin d'inscription. Et ça dure 4 jours, hein? 5 jours? Ça dure du 4 au 9 octobre. Un mot de conclusion peut-être, Isabelle, pour donner envie à ceux qui nous regardent de participer, si ce n'est pas déjà le cas? Alors, je dirais qu'il y a une grande partie sur le droit international qui, pour moi, doit devenir aujourd'hui un réflexe pour les notaires et, on va dire, un outil qui n'est pas encore opérationnel, qui est l'arbitrage. Voilà, vous nous avez mis l'eau à la bouche, on va en reparler dans la deuxième partie d'émission. Merci à tous les trois, restez avec nous, on enchaîne avec justement les conflits successoraux. Unofi le club, deuxième partie. On a le plaisir de rentrer dans le vif du sujet des conflits successoraux. On a gardé avec nous Isabelle Arseguel-Meunier. À vos côtés, on a maître Nathalie Cousigou-Suas et à vos côtés, bonjour, à vos côtés également Anne Guichard, notaire également à Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, en effet, on va s'intéresser un peu plus au fond de ce congrès. Pour ceux qui n'auraient pas la chance d'y participer, on rappelle que c'est à Québec, au Québec, du 4 au 9 octobre prochain. Un mot peut-être, Isabelle, sur ces problèmes, ces conflits successoraux. Vous diriez qu'ils sont de plus en plus nombreux dans vos études. Vous voyez de plus en plus de conflits arriver. C'est pour ça que vous avez retenu ce thème? Oui, il y a de plus en plus de conflits. Je pense que ça vient de la restructuration de notre société, de l'évolution des familles, de la fragmentation de la famille. Et également de la loi sur les successions, la réforme de 2001, qui m'est apparue comme dépassée par rapport aux nouvelles structures familiales. On va citer Sacha Guitry, hein, vous le connaissez par cœur j'imagine, alors qu'on évoquait devant lui une famille heureuse, il s'est exclamé, on voit bien qu'ils n'ont pas encore hérité. Vous confirmez ce point de vue, de plus en plus de conflits dans vos études? Oui, est-ce que la succession heureuse est l'exception finalement? Alors pas tant que ça, parce que vous savez que dans nos sociétés, on voit beaucoup le pathologique. Il y a beaucoup de successions qui se passent très bien. Et lorsque Sacha Guitry disait une famille heureuse, c'est une famille qui n'a pas hérité, souvent la succession est plutôt en fait, le catalyseur de conflits qui sourdaient. Et qui remonte parfois à l'enfance ou à l'adolescence. C'est pour ça qu'il y a une psychologue qui va nous expliquer un peu tous les mécanismes, et ça c'est passionnant. Donc c'est pas seulement qu'il y a plus de conflits. Cela étant, il faut quand même partir du principe que notre droit est quand même bien fait, et que de par la réserve, qui certes n'est plus d'ordre public international, préserve quand même les droits des enfants et évite beaucoup de conflits. On voit beaucoup plus de conflits successoraux dans les pays anglo-saxons qui ne connaissent pas la réserve quand même que dans les pays qui la connaissent.
Alors, on va revenir un peu sur ces notions, en effet, internationales. Hein. Vous avez voulu mettre l'accent à l'occasion de ce congrès sur cette dimension internationale qui est de plus en plus présente. Hein. La mondialisation est passée par là. La famille de Sacha Guitry, aujourd'hui, elle a changé. Vous avez des enfants qui sont nés à l'étranger, des couples qui se sont rencontrés pendant des séjours Erasmus. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas une famille. Des couples déplacés aussi, puisque le XXIe siècle, il est marqué par le siècle des déplacements, en fait, géographiques, géopolitiques. Sans parler des carrières internationales, hein. Je ne veux pas reprendre Johnny Hallyday, mais la question de la dernière résidence et autres, on va y revenir. Mais auparavant, vous avez articulé ce congrès aussi sur l'anticipation et la résolution des conflits, parce que c'est logique, hein, la prévention, l'anticipation, c'est une des clés. Alors, la prévention, on a des outils juridiques pour nous permettre d'éviter certains conflits. Donc Mais on est déjà dans le juridique ou on n'est pas finalement dans la préparation, plus dans le psychologique, la communication? Moi, je pense qu'il faut à un certain moment revenir au juridique. Donc il y a beaucoup de psychologie, tout ça on le sait, mais nous, les notaires, même si on fait de la psychologie toute la journée, à un moment donné, on doit se servir de nos outils juridiques pour permettre d'éviter un éventuel conflit. Donc c'est quoi, le testament? C'est le testament. C'est même le contrat de mariage. Le contrat de mariage, aujourd'hui, on a des contrats types. On peut tout à fait imaginer, avec notre expérience du divorce, établir des contrats qui permettraient d'éviter des problèmes dans la liquidation, sur la propriété des biens ou encore sur les comptes entre époux. Et puis, certes, on fait de la psychologie, mais surtout, on parle beaucoup avec nos clients. Et pour nous, ce qui est très important, quand on les voit, c'est de faire toujours ce bilan, leur poser des questions, aller plus loin que les documents qu'on a. Donc, on ne va pas se baser que sur un acte de mariage ou un acte de naissance. On va leur demander où avez-vous séjourné pendant votre mariage. Oui, ça, c'est un point important. Hein. J'ai découvert qu'en effet, quelqu'un qui se marie et qui part vivre 2 ans au Maroc, ça peut le rattraper à un moment donné. Oui, on peut avoir ce couple. L'extranéité, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Ça s'appelle l'élément d'extranéité, d'un point de vue purement technique, et ça va ouvrir la règle de droit international privé que le notaire connaît, mais qu'il doit appliquer. Et cet élément d'extranéité, il faut le trouver. Et on le trouve en faisant un bilan avec les clients, en leur disant où avez-vous vécu, pourquoi vos enfants sont-ils nés à tel endroit. Et ça va permettre de détecter, et c'est toute une partie bilan, justement, que ces gens qui se croient protégés par un régime, par la loi française, un régime de communauté, en fait, sont soumis à la loi marocaine, dans votre cas, et sont séparés de biens, ce qui est tout à fait différent. Et c'est presque un travail de détective que vous devez mener. Mais c'est d'ailleurs une plus-value que le notaire apporte, et ce que dit Maître Isabelle Arseguel-Meunier, c'est très important. On doit se réapproprier, par exemple, des documents qui peuvent nous sembler simples, que sont le contrat de mariage, et on peut tout à fait, justement, avec les règlements européens, régimes matrimoniaux, le règlement succession, faire des contrats de mariage sur mesure. Alors on va nous dire peut-être que, certes, c'est peu rémunérateur, mais ça l'est énormément en termes, si je puis utiliser un terme économique, de produits d'appel. C'est-à-dire que les clients auxquels vous aurez vraiment prodigué des conseils sur mesure, ils reviendront et vous les aurez fidélisés tout au long de leur vie. Et c'est des matières suffisamment techniques, justement, que peu d'autres professions, si je puis me permettre, maîtrisent. Donc c'est vraiment, à mon avis, un grand atout pour le notariat de maîtriser, de faire du sur-mesure pour ces familles, recomposées ou pas d'ailleurs. Alors, oui, Anne. Oui, et puis, donc, le droit international privé, c'est partout, dans tout contrat de mariage, il faut penser à inclure une clause de loi applicable, ne serait-ce qu'au régime matrimonial, poser des questions, et avec ça, on est à même de fournir à nos clients le service qu'ils attendent. Donc là, on est dans l'anticipation, dans la prévention. Après, en effet, deuxième volet, la résolution. Alors, quels sont les enjeux? Alors, la résolution, donc le conflit est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En général, on va devant les tribunaux. Donc on a invité pendant notre congrès un avocat qui nous expliquera un petit peu les règles de la procédure judiciaire que les notaires connaissent mal. Donc c'est une occasion pour lire notre... Oui, parce que le notaire, en fait, il s'arrête à la porte du tribunal. En général, il n'accompagne pas son client. Et en plus, on n'a pas le droit.
Oui, bien sûr. Voilà, il faut dire les choses. On ne peut pas aller... Et c'est l'avocat après qui prend le relais. Tout à fait. Donc, on a un avocat qui intervient pendant notre congrès pour nous expliquer toute cette procédure. Et ensuite, on a toute une partie sur les nouveaux modes de résolution amiable des conflits. On va parler de conciliation, on va parler de médiation et on va parler d'arbitrage. Un petit peu comme ça se passe dans le reste du droit, hein, on le voit beaucoup dans le droit des affaires aussi, l'arbitrage. C'est votre spécialité, oui, Nathalie? Alors, c'est pas vraiment ma spécialité. Pourquoi? Parce que, en fait, l'arbitrage a été révolutionné par une loi que nos confrères connaissent bien, qui est la loi J21 du 18 novembre 2016 et qui est entrée en application chez nous le 1er janvier 2017. Et en fait, non seulement la loi J21, elle réserve une grande partie au mode amiable, Justice 21. Donc, elle réserve une grande part à ce qu'on appelle les modes amiables de résolution des différends, mais aussi à l'arbitrage qui est non pas un mode amiable, mais un mode alternatif. C'est-à-dire, on propose à des personnes en conflit d'aller devant un juge qu'elles auront choisi. Alors, on parle parfois de justice privée. Ce n'est pas vraiment de justice privée parce qu'il y a des règles mises en place par l'État et qu'on trouve dans le Code de procédure civile. Mais souvent, ce qu'on constate, c'est que le juge étatique, ça va être mis sur la place publique, bien sûr. Hein. Le juge étatique, il pourra juger qu'en fonction des règles, soit de droit international privé, et en tous les cas de notre droit positif. Et puis, ça sera long. Et le juge, il ne résoudra peut-être pas le problème affectif. Avec l'arbitrage, des personnes peuvent se mettre d'accord en disant on choisit tel juge qui devra juger à la fois en droit, mais aussi en équité. Et donc ça c'est très important et c'est une innovation de J21 parce qu'auparavant ce n'était pas, les particuliers ne pouvaient pas soumettre leur conflit à l'arbitrage, c'était qu'en matière professionnelle ou commerciale. La loi J21 est révolutionnelle, elle révolutionne la matière de notre code civil puisque des particuliers, on ne peut pas leur imposer, mais ils peuvent décider de se soumettre à l'arbitrage. Et ça c'est une révolution parce qu'il y a des notaires qui se sont mis à la médiation, certes, mais on pourrait aussi se mettre à l'arbitrage parce que je pense que c'est effectivement très intéressant pour fournir un plus à nos clients. Oui, je veux presque envie de dire, ça donne envie, hein, vous le vendez bien. En effet, on sent parce qu'on est convaincu, c'est toute la souplesse. Et puis, il y a des successions internationales ou conflictuelles qui ne seront pas, si vous voulez, toutes les plaies, les passions, elles ne vont pas être réglées par le juge étatique parce que ce n'est pas son rôle. L'arbitrage peut, même si le juge arbitre ne sera pas du tout un psychologue, il peut justement, avec l'équité, tenter de panser les blessures. Ça, c'est possible. Anne, en effet, Nathalie vient de nous présenter une évolution de la loi. Il y en a une autre importante en termes de succession qui est appliquée depuis 2015. Oui, c'est au niveau européen. Oui, on a un règlement européen sur les successions qui est formidable parce que d'abord, il unifie la règle de DIP, de conflit de loi, pour toute l'Europe, bon, à l'exception de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark, ce qui fait que déjà dans tout cet espace, tous les juristes en charge des successions vont appliquer les mêmes règles. Donc ça règle le problème des Erasmus dont on parlait en introduction, en partie. En partie, mais ça veut dire qu'on va tous raisonner de la même façon et pouvoir proposer des solutions très sûres à nos clients. Donc il est vraiment fondamental de bien la connaître. Et puis deuxième chose, ce règlement permet, et ça c'est tout à fait nouveau pour nous, de faire un choix, c'est-à-dire de choisir la loi que nous, futurs défunts, puisqu'on l'est tous malheureusement, allons pouvoir choisir pour s'appliquer à notre succession. Donc je veux que ce soit la loi française qui s'applique à ma succession, même si je meurs à Bruxelles ou même à New York. Et ça, c'est formidable. Bon, voilà de bons arguments pour assister à ce 49e congrès. Isabelle, peut-être un mot de conclusion. Si on en avait oublié un, ce serait lequel? Je dirais qu'on va également interroger nos confrères québécois, puisque visiblement, eux ont beaucoup plus avancé que nous en matière de médiation et d'arbitrage. La culture anglo-saxonne qui est plus présente. Et puis j'ai cru lire qu'ils avaient 300 médiateurs à Montréal et 100 arbitres. Donc ça fait envie. Et j'espère que ça va motiver tout le monde. Bon, merci Isabelle. Nathalie, un petit mot de conclusion? Venez nombreux, on sera heureux de vous accueillir parce que je pense ça va être passionnant. On essaye de voir tout ce qui peut concerner les conflits successoraux, mais aussi les façons de les résoudre, tant en droit interne qu'en droit international. Donc venez nombreux, vous serez bien accueillis et ça sera en plein été indien en plus. Que demander de plus? Anne, un dernier mot?
Oui, nous, ce qu'on va essayer de vous faire passer pendant ce congrès, c'est notre passion pour le droit international, pour d'autres modes de règlement, et on vous attend tous. Bon, on vous sent vibrer en effet. Merci mesdames, maîtres. Vous êtes toutes les trois spécialistes de ces sujets et on pourra vous retrouver donc à partir du 4 octobre jusqu'au 9 au Québec. À bientôt.